dans ce workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, nous allons dédier ce workshop au sujet du sport et nous allons passer, comme d'habitude, 1 heure ensemble pour vous présenter toutes les opportunités d'engagement qui s'offrent à votre entreprise pour vous engager sur le sujet du sport. Alors, on évoquera beaucoup de sujets, à la fois la façon dont vous pouvez développer de nouvelles pratiques de recrutement en vous appuyant sur le sport et les activités sportives, mais aussi le soutien aux athlètes de haut niveau ou encore le développement de la pratique sportive au sein de votre entreprise. Pour aborder tous ces sujets, je suis accompagnée de nombreux intervenants, à la fois des experts de ces sujets et des témoignages d'entreprises qui sont déjà engagées, qui ont déjà mis des actions en place sur la thématique du sport et qui pourraient tout à fait vous inspirer. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas, bien évidemment, à poser toutes vos questions directement dans le chat pour que je puisse les relayer à nos différents intervenants et qu'on puisse vous répondre. On vous mettra aussi tous les liens de tous les outils qui seront abordés au fur et à mesure de ce workshop. Et sans plus attendre, pour commencer, je vais inviter Joséphine Labroue, qui est directrice générale de la communauté Les entreprises s'engagent, pour introduire ce workshop. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et merci Sigrid d'animer une fois de plus ce workshop qui est consacré ce mois-ci au sport et à la manière de faire du sport un levier d'engagement des entreprises. Alors on le sait, hein, ça va être un grand événement. On va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Paris à partir du 26 juillet prochain. Et donc forcément, on a décidé à cette occasion de dédier un certain nombre d'événements et de moments comme celui d'aujourd'hui pour promouvoir la pratique sportive en entreprise, l'utilité du sport notamment pour favoriser l'accès à l'emploi et plus généralement l'engagement des entreprises pour le sport. Alors on le sait, hein, je pense que certains d'entre vous le savent, le sport est un outil extrêmement pertinent et puissant pour répondre à certaines problématiques sociales et sociétales. Alors, on va parler qualité de vie au travail, évolution du rapport au travail, évolution des pratiques de recrutement aussi, pour ouvrir son entreprise à d'autres publics, notamment grâce à la pratique sportive, et puis, bien sûr, la promotion de valeurs de solidarité et de coopération qui trouvent souvent un bel écho au sein des équipes dans les entreprises. Vous allez le voir, il y a au moins trois façons principales de faire du sport un levier pour favoriser ces démarches d'engagement des entreprises. Vous allez le voir aussi grâce aux témoignages de nos intervenants, d'une part en sensibilisant aux bienfaits de l'activité physique, favoriser la pratique sportive des collaborateurs, utiliser la pratique sportive, j'en parlais, pour favoriser l'insertion de publics qui peuvent être plus éloignés de l'emploi. On parlera notamment des stades vers l'emploi. Et puis aussi, on y pense parfois un petit peu moins, soutenir les sportifs professionnels. Vos entreprises peuvent avoir un rôle à jouer en ce sens. Alors, les valeurs du sport, on le sait, elles peuvent également et souvent participer à la remobilisation de publics fragiles à travers l'estime de soi, à travers le développement du sens du collectif, du travail en équipe, l'entraide, la solidarité, bien sûr, et puis le bien-être et la santé et l'épanouissement de chacun, qu'il soit sportif et ou collaborateur. Euh, Dans la communauté Les entreprises s'engagent, nous les défendons, ces initiatives, parce qu'elles ont prouvé qu'elles fonctionnaient, qu'elles étaient efficaces. Pour prendre un seul exemple, sur les stades vers l'emploi, qui sont des job dating innovants autour de la pratique sportive, c'est 53% des personnes qui ont participé à un stade vers l'emploi qui trouvent un emploi 6 mois après. Et c'est plus de 500 stades vers l'emploi, par exemple, qui se déploient cette année avec France Travail, et j'espère que vous aurez l'occasion d'y participer et de les découvrir. Vous le verrez aussi, on travaille beaucoup avec l'initiative des clubs sportifs engagés qui mettent à l'honneur aussi le rôle de ces clubs sportifs partout en France pour la cohésion sociale, pour le lien et pour l'identification de nouveaux talents et l'orientation vers des entreprises qui pourraient voilà, découvrir ces nouveaux collaborateurs. Vous aurez l'occasion lors de ce workshop de découvrir des témoignages inspirants qui, je pense, vous donneront des idées pour passer à l'action au sein de vos entreprises. C'est vraiment l'objectif de ces workshops, de pouvoir montrer à toutes les entreprises qu'elles connaissent déjà le sujet ou pas encore, mais de découvrir que c'est possible, que c'est accessible et qu'il y a des solutions pour pouvoir vous appuyer dans le passage à l'action, découvrir des sujets et passer de l'intention à l'action pour beaucoup. C'est le rôle de la communauté Les entreprises s'engagent et ce workshop sert aussi à ça. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des collègues dirigeants qui peuvent être intéressés par le sujet.
Évidemment, là, nous sommes en direct, mais il y aura le replay qui sera disponible. Et n'hésitez pas aussi à découvrir les autres workshops qu'on va pouvoir faire sur cette thématique et aussi tous les autres dans ce rendez-vous mensuel animé par Sigrid. Voilà, ben, je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la place aux échanges, aux témoignages, à vos questions et à tout ce qui pourra s'en suivre. En tout cas, je vous souhaite un très bon workshop à tous et à tous. Et puis, j'en profite aussi pour souhaiter de bons Jeux olympiques et paralympiques à tout le monde. Ça va être un beau temps de rassemblement, on l'espère, pour cet été. Bon workshop à tous. Merci beaucoup, Joséphine, pour ces mots d'introduction. Donc, en effet, on va commencer tout de suite avec le premier sujet, qui est la façon dont vous, les entreprises, vous pouvez travailler, coopérer avec des clubs de sport sur votre territoire. Alors, en fait, il se trouve, et Joséphine l'a un petit peu évoqué, qu'en effet, le travail que vous pouvez mener avec des clubs sportifs sur votre territoire peut vous permettre d'identifier de nouveaux talents, de recruter, mais aussi de faire connaître vos métiers. Il se trouve qu'une initiative vient vraiment porter, consolider, développer ce travail. C'est l'initiative des clubs sportifs engagés, qui est portée par France Travail et qui permet de faire du lien justement donc, entre ces clubs de sport qui sont particulièrement engagés sur les sujets d'inclusion notamment et les entreprises des territoires partout en France. Et donc pour nous présenter cette initiative originale, on a la chance d'avoir Arnaud Gandet, qui est directeur des programmes et des partenariats pour l'initiative Les clubs sportifs engagés au sein de France Travail. Arnaud, la parole est à toi. Merci Sigrid, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette initiative des clubs sportifs engagés. Peut-être un petit rappel, hein, c'est une initiative qui prend sa source fin 2022 sur la signature d'une feuille de route interministérielle entre ministère du Travail, ministère des Sports et ministère de la Formation professionnelle et qui vise à la création d'une communauté de clubs sportifs engagés sur le sujet d'insertion professionnelle en essayant de répondre à trois enjeux. Un premier enjeu qui est un enjeu de passage à l'échelle. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà, mais dont il faut s'inspirer pour pouvoir passer à l'échelle. Et donc, comment on crée cette communauté de passage à l'échelle, et puis comment on lève des freins sur ce passage à l'échelle, qui sont des freins liés à l'accompagnement des clubs sportifs, à la formation des éducateurs sportifs qui vont porter ces initiatives. Et puis le dernier enjeu, qui est un enjeu de financement, parce que à partir du moment où on souhaite faire passer à l'échelle ce type d'initiative, où on forme et on accompagne les clubs à pouvoir le mettre en œuvre, il faut aussi que les clubs puissent identifier les sources de financement qui permettront de les réaliser. Aujourd'hui, on est un club sportif qui s'engage dans la démarche. Il s'engage un petit peu dans le même sens que les entreprises s'engagent, hein, donc dans la même logique, en rejoignant cette communauté, soit parce qu'il a déjà mis en place une action, soit parce qu'il s'engage à en porter une sur l'année à venir. Et sur les typologies d'actions, alors vous en avez quelques-unes ici qui sont pas exclusives, mais grosso modo à la fois sur un club qui s'engage parce qu'il se lance dans la démarche à faire la promotion de dispositifs existants, hein. On parle du mentorat, enfin ce que vous connaissez aussi déjà dans votre communauté, mais aussi apporter des actions propres, des actions un peu plus structurantes, qui vont mettre en lien des demandeurs d'emploi et des entreprises qui vont permettre de lever des freins à des sujets d'insertion. Exemple très concret, comment j'organise un stage de remobilisation grâce au sport à destination de bénéficiaires du RSA, parce qu'on sait que le sport est un super outil pour lever des freins, pour redonner de la confiance, pour aller chercher des ressources supplémentaires qui vont redonner confiance à des demandeurs d'emploi qui ensuite pourront s'inscrire et affiner leur projet avec les équipes de France Travail. Euh, Peut-être, si on fait un focus aussi sur les entreprises, je pense qu'il y a plusieurs intérêts pour les entreprises de se connecter, hein, avec leur club sportif et avec le mouvement sportif d'une manière générale. Bah, bien évidemment, hein, c'est déjà de pouvoir travailler sur des projets qui sont des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de stade vers l'emploi. Je vais y revenir très rapidement après, mais de recruter autrement, de pouvoir faire des choses un petit peu différenciantes en utilisant le sport comme un espèce de tiers de confiance pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Il y a aussi potentiellement ce sujet d'ancrage local, parce que se connecter avec les associations sportives de son territoire, ça contribue finalement à faire vivre la cité et favoriser la place de l'entreprise au sein du territoire. Et puis, c'est aussi d'intégrer le sport dans toutes ses dimensions, parce que bien évidemment, les clubs sportifs engagés à vocation de travailler sur les sujets d'insertion socio-professionnelle, mais
on ne s'interdit pas à terme aussi de favoriser le fait que grâce au sport, on va pouvoir rentrer dans les entreprises pour pouvoir faire du sport dans les entreprises. On va pouvoir travailler sur le sujet de la santé, on va pouvoir travailler sur le sujet de l'insertion des personnes en situation de handicap, etc. etc. Donc, c'est une porte d'entrée, le sport, et c'est surtout un dénominateur commun pour essayer de faire société ensemble. Peut-être deux types d'actions concrètes hein, pour que vous ayez ça dans vos scopes si vous souhaitez vous lancer dans les sujets avec les clubs sportifs engagés. Le sport pour aller vers, hein, qui est plutôt une grande famille où à l'intérieur, vous allez pouvoir travailler sur l'identification de publics hein, qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi et sur lequel vous allez pouvoir travailler parce que le club est un tiers de confiance et va vous pouvoir vous sourcer ces publics-là à la fois de la découverte des métiers, parce que vous êtes potentiellement dans des secteurs d'activité ou des métiers en tension et vous avez besoin aussi de faire découvrir votre activité professionnelle sous un angle un peu nouveau. Et donc, grâce au sport, on a aussi toute une série de découvertes des métiers de façon très ludique où on utilise le sport avec l'entreprise pour pouvoir se lancer en tout cas, faire découvrir ces métiers autrement et donc le rendre un petit peu plus visible et un petit peu plus attractif. Et puis le deuxième sujet, c'est comment on fait pour recruter autrement. Et donc là, vous avez l'initiative effectivement du Stade vers l'emploi que je vais vous présenter juste après et la minute pour l'emploi. Le Stade vers l'emploi, vraiment en quelques mots, hein, c'est un job dating un petit peu particulier où il y a un club sportif engagé, une enceinte sportive, des entreprises qui sont sourcées par France Travail. En général, c'est une vingtaine. Et puis une flotte de demandeurs d'emploi qui sont également sourcés par France Travail. Le cheminement de cette journée, c'est une matinée où on accueille bien sûr toutes ces parties prenantes et personne ne sait qui est demandeur d'emploi et qui est recruteur. Il y a une activité physique où tout le monde justement participe et donc ça permet d'identifier et de mettre en avant tous les savoir-être des candidats. Un moment de convivialité le midi autour d'un déjeuner qui permet de continuer à échanger toujours sous le sceau de l'anonymat. Et puis en début d'après-midi, on lève l'anonymat et on permet justement de faire du job dating un peu autrement en ayant parcouru et en tout cas partagé des moments entre des demandeurs d'emploi des recruteurs. Joséphine le disait tout à l'heure, hein, des taux de retour qui sont vraiment très bons, hein, un peu plus de 50% de retour à l'emploi grâce à cette initiative. Et puis aussi la possibilité pour le club sportif de se mettre en connexion avec des entreprises et donc de poursuivre aussi leur engagement sur d'autres thématiques tout au long de l'année. 500 stades vers l'emploi organisés en 2024 et donc potentiellement 500 endroits où on peut recruter autrement et recruter grâce au sport sur tous les territoires. J'ai mis un deuxième exemple qui me semble aussi intéressant parce qu'elle est assez facile à mettre en œuvre, qui est une initiative qui avait été portée par l'Agence France Travail et le club de foot de Guingamp, où là on est sur la minute de l'emploi et donc grosso modo à tous les matchs du club de foot, je crois que c'est à la mi-temps ou alors je sais plus, il y a un moment précis où il y a une offre d'emploi qui apparaît, donc une offre d'emploi d'une entreprise qui apparaît, et donc les gens peuvent postuler quasiment en direct et donc ça fonctionne très très bien. Et toutes les annonces qui ont été faites sur le stade ont été pourvues dans les semaines qui ont suivi. Donc, il y a vraiment une forte demande et une forte appétence sur ces sujets d'insertion par le sport et de connexion entre le monde des entreprises et les clubs sportifs. Pour vous donner un peu de trajectoire, hein, objectif des deux ministères, euh, c'est 10 000 clubs engagés à la fin de l'année. Je l'ai dit tout à l'heure, l'initiative qui était portée par les ministères est hébergée aujourd'hui au sein de France Travail. Donc, vous avez une équipe dédiée à la direction générale de France Travail qui porte les sujets des clubs sportifs engagés d'une manière plus générale de tous les sujets sport au sein de France Travail avec des équipes en région. Et donc, en fonction des territoires où vous êtes, on a des correspondants régionaux chez France Travail qui vous permettront d'identifier des clubs sportifs engagés, qui vous permettront de vous connecter avec les parties prenantes locales qui portent ces sujets sur la branche sport. 4000, un peu plus de 4000 signataires déjà à date, et donc partout en France, dans vos territoires, auprès de chacune de vos entreprises, des clubs qui sont prêts à s'engager sur des sujets d'insertion socio-professionnelle et qui seront ravis de faire équipe avec vous pour construire des programmes efficaces et innovants.
Merci beaucoup, Arnaud, pour cette présentation. J'avais deux petites questions des participants. La première, c'est est-ce que cette initiative est uniquement réservée aux clubs de sport et est-ce que les associations de remobilisation par le sport peuvent s'inscrire ou du moins coopérer avec les clubs? Et la deuxième, c'est est-ce que les clubs de danse qui relèvent des activités culturelles peuvent s'engager dans le cadre de ce dispositif? Alors oui, pour les deux, nous avons bien évidemment notre focus sur le passage à l'échelle, c'est d'utiliser les 160 000 associations fédérées pour justement créer une vraie dynamique et une vraie rampe de lancement pour ces sujets-là. Néanmoins, on travaille aussi avec toutes ces associations d'insertion qui existent déjà, qui heureusement ne nous ont pas attendus pour pouvoir être efficaces. Et donc au contraire, on essaye de travailler avec tout le monde et puis on essaye aussi d'utiliser ceux qui savent faire pour transmettre à ceux qui savent moins faire et qui se lancent dans la démarche. Donc, partout sur les territoires où il y a des associations qui sont peut-être un peu plus robustes et qui ont l'habitude de travailler sur ces sujets-là, mais aussi, on peut aussi construire des parcours d'accompagnement et de formation pour qu'eux puissent transmettre au club de leur territoire leur savoir-faire et leur capacité à déployer ce type d'initiative. Et sur les clubs de danse, alors nous, on n'a pas une religion chez France Travail où on dit la danse, c'est pas du sport. Au contraire, tout ce qui est dehors de la pratique physique et du développement euh, voilà, de la mise en mouvement du corps nous semble pertinent pour pouvoir lever des freins. Je le dis souvent, j'ai un exemple moi qui m'a marqué. En Normandie, il y a un club de randonnée qui, une fois par semaine, fait une randonnée pédestre dans la ville de Caen et récupère des bénéficiaires du RSA en pied de chez eux. Et donc, à travers une activité physique qui est une activité physique qui est accessible à tous, on permet de lever des freins, on permet d'échanger sur des difficultés rencontrées et donc de construire des parcours positifs pour ces publics-là. Donc, vraiment, dès que le corps se met en mouvement, on s'aperçoit que ça crée de l'énergie, ça crée de la confiance, et donc ça nous permet de travailler sur de la remobilisation de ces publics-là et de les accompagner sur des dynamiques positives. Et peut-être une dernière question, est-ce que au sein des clubs sportifs engagés, vous avez un regard ou un focus particulier sur les publics des quartiers prioritaires de la ville? Alors bien évidemment, c'est des sujets, quand on voit les différents taux d'inemploi sur ces publics-là, bien évidemment qu'on y est très attaché. À travers Impact 2024, qui est un appel à projet qui est bien connu dans le mouvement sportif, on a pu, avec France Travail, doter pour plus de 3 millions d'euros des clubs sportifs dans justement des sujets d'insertion socio-professionnelle et quasiment à 70% les publics ciblés, c'est des publics jeunes et souvent en QPV ou en ZRR, ce qui est aussi un sujet important pour nous. Et puis peut-être de se dire aussi qu'à partir de septembre, on va avoir un mois, une thématique, et que bien évidemment, le sujet de l'accompagnement et de la cohabitation, en tout cas de la co-construction de programmes entre les jeunes, les clubs sportifs et les entreprises des territoires sera mis à l'honneur. Et donc, bien évidemment, on vous engage à participer à ces différents webinaires, à ces différents temps d'échange pour qu'on puisse construire collectivement des programmes qui soient efficaces. Super, merci beaucoup Arnaud. Et puis pour les personnes qui sont avec nous, n'hésitez pas à aller regarder le site du club, des clubs sportifs engagés que je vous ai mis directement sur le chat. Merci encore. Et pour illustrer peut-être concrètement ce dispositif et ce qu'est un club sportif engagé, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Francis Dumas-Delage du stade Poitvin Volleyball, pardon, qui est un club sportif qui a travaillé notamment avec notre club, les entreprises s'engagent de la Vienne, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une déclinaison de la communauté au niveau de chaque département dans lequel se trouve un club Les Entreprises s'engagent. Et donc, Francis, je vous invite à revenir peut-être un petit peu sur votre club, son engagement et peut-être cette action que vous avez menée directement avec les entreprises engagées du territoire de la Vienne. Bonjour à tous, merci Sigrid. Oui, en fait, pour resituer, on était en 2022, on est quatre chefs d'entreprise à reprendre un club qui était en grande difficulté, qui jouait en Pro A à Poitiers, dans le club de volleyball. Et donc, en fait, quelque part,
on s'est posé la question du nouveau développement économique de ce club, hein, qui était en grande difficulté dans un premier temps. Et il se trouve qu'on a été un des premiers clubs en France à se rapprocher et à faire un naming à un club. Et on s'est rapproché d'une entreprise locale d'énergie. Et notre club est devenu en 2023 un club qui s'appelait Alterna Stade Poitvin Volleyball. Et si je dis ça, ça signifie que tout bonnement, on s'est rapproché des entreprises et de nos partenaires pour savoir un petit peu ce qu'attendaient nos partenaires lorsqu'ils investissaient dans des clubs. Et un des investissements ou un des retours sur investissement qu'ils attendaient, c'était souvent lié à leurs problématiques quotidiennes qui était l'emploi. Donc, il se trouve que moi, j'œuvrais déjà dans ce domaine-là, parce que j'étais dans le monde de la formation professionnelle. Et puis on s'est dit, bah, j'étais déjà dans les entreprises s'engagent dans le mouvement de la Vienne dans notre territoire. Et quand Arnaud, puisque j'avais rencontré Arnaud, nous a parlé de les clubs sportifs engagés qui allaient se monter fin 2022, je crois qu'en janvier 2023, on était un des premiers clubs à s'engager dans ce mouvement-là. Une fois qu'on est engagé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire comme action? On a regardé un petit peu ce qui se pratiquait. Il y avait du stade à l'emploi qui était mis en place déjà par des clubs sportifs, pas forcément de façon organisée comme ça l'est maintenant. Et donc, nous, on a décidé de l'appeler du gymnase à l'emploi parce qu'on était dans un gymnase et que ça nous portait, c'était beaucoup plus facile à nous d'avoir cette nomination-là. En 2024, on rentre à nouveau dans le stade à l'emploi de tous les mouvements qui se déroulent dans les 500 que parlait Arnaud, mais avec une configuration à Poitiers sur laquelle on reste un petit peu de la notion du gymnase. Le gymnase, par rapport à un stade, c'était important parce que le gymnase, il est en plein milieu de Poitiers, en plein milieu des quartiers, et on sait que c'était une autre façon de faire venir des jeunes aussi. Alors, en termes peut-être d'objectifs du club sur lequel on était parti, c'était aussi de se dire, un club sportif, bah, quand il a 300 licenciés, 80 bénévoles comme l'on a, 24 salariés, il y a vraiment un rôle sociétal du club dans son territoire. Et ça, c'était une première maxime que l'on avait. Ensuite, c'était être au service de son territoire, hein, parce que quand on est un club sportif, on touche les subventions de collectivités, donc ça, c'est important. C'était la deuxième maxime. Et enfin, c'était aussi une nouvelle façon d'aborder une nouvelle dimension économique de nos clubs et se dire sur quoi on doit aller aujourd'hui. Et quand on va sur nos partenaires privés, que sont les entreprises, pourquoi ils continueront à donner et à nous suivre s'ils n'y ont pas un intérêt, s'ils n'y ont pas de retour sur investissement. Et c'est comme ça que légitimement est venue cette opération-là du gymnase à l'emploi, parce que lorsqu'on l'a organisé le 17 octobre 2023, on a eu plus de 25 entreprises, dont 17 ou 18, je crois, partenaires du club, qui se sont positionnés pour travailler toute la journée avec nous sur ce gymnase à l'emploi. Alors, en termes de chiffres de cette journée-là, c'est 150 demandeurs d'emploi présents. 25 entreprises qui ont été présentes. Je ne vais pas revenir sur l'organisation de cette journée-là parce qu'Arnaud en a parlé rapidement, puisque maintenant c'est assez bien normé et entre le matin 9 h jusqu'à 16 h l'après-midi, les choses sont bien mises en place. Mais juste dans les chiffres qui étaient les nôtres, c'était plus de 500 rencontres l'après-midi entre les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise. C'était quelque chose qui a été un suivi et je crois que 6 mois après, on était à 60% d'insertion des personnes présentes, en fait, hein. Et surtout, ça a été un changement de regard des entreprises sur certains demandeurs d'emploi, notamment les jeunes qui venaient des quartiers prioritaires. Et puis, une nouvelle façon d'aborder. Les entreprises le savent déjà depuis longtemps, maintenant qu'elles doivent aborder les recrutements autrement, mais c'était vraiment le soir même, je crois que sur 25 entreprises, on avait 23 entreprises qui étaient prêtes à repartir tout de suite parce qu'ils avaient trouvé ça de façon assez expérimentale et productive, surtout. Voilà, pour continuer, nous, dans la lignée, alors on va recommencer en octobre 2024 et on rentre à nouveau puisque la Fédération de volley nous a suivis et a décidé de faire 12 événements en France, dont un à nouveau à Poitiers, qui aura lieu en octobre. Ça va s'appeler du Stade à l'emploi. Nous, on gardera un peu cette dénomination sous-jacente du gymnase à l'emploi. Pourquoi on veut la garder? Parce que dans le club, du coup, ça nous a permis de lancer aussi d'autres initiatives
Poitiers est une ville où il y a 30 000 étudiants. Donc, on a fait un partenariat avec l'Université de Poitiers et on a lancé au mois d'avril du gymnase aux études et dans lequel on fait venir des étudiants dans le gymnase à la fois pour se rencontrer, rencontrer le volet, mais commencer à rencontrer les entreprises. Et c'est quelque chose que l'on va continuer. Et puis, on envisage, au mois de janvier 2025, de lancer du gymnase à l'alternance, cette fois-ci pour travailler avec des jeunes qui veulent faire de l'alternance. Et on va travailler sur la reconnaissance des métiers de l'entreprise, parce que parfois, on peut avoir des artisans du bois, on peut avoir n'importe quelle entreprise qui va faire connaître ses métiers, déjà à nos licenciés, mais bien sûr aux 30 000 étudiants de Poitiers. Donc voilà l'intérêt qu'on a eu, le retour sur investissement qu'on souhaite avoir avec les entreprises. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est ancré maintenant dans notre club depuis 2 ans. Et on travaille conjointement avec les entreprises s'engagent pour la prochaine édition. Parce que la condition sine qua non d'une telle opération, de toute façon, c'est que l'ensemble des parties véritablement travaillent ensemble et collaborent ensemble. Ça, c'est primordial. Et la collaboration avec France Travail, précédemment Pôle emploi, donc France Travail, Cap Emploi, les missions locales, les développements économiques de la ville de Poitiers notamment, c'est primordial pour la réussite d'un tel événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis, pour ce témoignage très intéressant et on ne peut que vous inviter, à vous, du coup, les entreprises qui nous suivent aujourd'hui, à rejoindre les clubs. Les entreprises s'engagent pour qu'on déploie encore plus d'événements de ce type, surtout partout en France. Là, on a parlé de Poitiers, de la Vienne. L'idée, c'est vraiment de multiplier ces opérations partout sur le territoire. On va passer maintenant à un autre sujet. On va passer à un autre sujet qui est celui du soutien aux sportifs de haut niveau en vous présentant deux dispositifs et deux outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous engager en tant qu'entreprise. Alors, le premier, c'est celui du mécénat sportif. Comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez soutenir et accompagner un sportif de haut niveau en vous appuyant sur un dispositif de mécénat. Et donc pour ça, on va vous présenter donc le pack de performance avec Charlotte Ferraille, qui est la déléguée générale de la Fondation du sport français. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Alors, évidemment, les jeux approchent et on voit fleurir sur les réseaux un certain nombre d'articles qui dénoncent la situation catastrophique de certains sportifs de haut niveau, dont certains projettent de faire les jeux, peut-être que tous ne le feront pas, et d'autres feront les jeux, mais sélectionnés un peu tardivement et avec parfois un manque de moyens financiers. Bien évidemment, cette situation, elle est connue depuis longtemps et un certain nombre d'initiatives ont d'ores et déjà été mises en place pour apporter des solutions qui sont immédiates pour les sportifs médaillables et qui sont portées par l'Agence nationale du sport, des solutions de plus long terme, le mécénat sportif qui est porté par la Fondation du sport français et qui permet aux entreprises de faire don d'une bourse à un sportif de haut niveau qui prépare des compétitions internationales tout en créant un lien avec lui parce que le lien entreprise-sportif est favorable dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle. Donc, c'est un dispositif dont j'aime bien dire qu'il marche sur deux pieds. Un volet financier, parce qu'on ne peut pas réfléchir à son double projet si on a le frigo vide, et un pied professionnel. Et là, la relation avec l'entreprise, elle est particulièrement importante parce que construire pendant, ça permet de mieux rebondir après, d'autant plus que pour l'après, il y a un certain nombre de dispositifs, et je vois Sophie Domenech parmi nous, qui peuvent venir en complément pour faciliter cette après-carrière. Concrètement, c'est un sujet qui pourrait sembler un peu touchy pour certains.
Mais ça ne l'est pas pour la Fondation du sport français parce que c'est une fondation reconnue d'utilité publique par décret du 24 août 2011 qui est née de la volonté des comités olympiques et paralympiques pour favoriser le développement de la pratique sportive et notamment eu égard à l'insertion professionnelle dans et par le sport et le soutien aux sportifs de haut niveau. Que cette fondation a eu à plusieurs reprises l'occasion de modifier ses statuts pour préciser notamment cette notion d'accompagnement du sportif de haut niveau et qu'à deux reprises, dont une qui date du 25 mai, eh bien, cette capacité de la Fondation du sport français à octroyer des bourses à des sportifs de haut niveau à titre individuel au motif du fait qu'ils participent aux compétitions internationales a été confirmée. J'insiste là-dessus, c'est un statut d'exception qui est protecteur à la fois pour la fondation, pour le sportif et pour ses mécènes. Concrètement, comment ça fonctionne? Parce qu'une fois que j'ai dit ça, vous me direz, OK, mais est-ce que moi qui suis entreprise et qui ai envie de donner à un sportif, c'est facile ou pas? Et puis, qu'est-ce que ça m'apporte de passer par la Fondation du sport français plutôt que de signer un contrat directement avec le sportif? Bon, bah, la première chose que ça apporte quand on passe par une fondation, ce sont des avantages fiscaux. C'est un peu vulgaire, mais quand vous faites don d'une certaine somme à un sportif et que vous pouvez défiscaliser 60% du don sur l'impôt sur les sociétés ou 66% du don sur l'impôt sur le revenu, ça change la donne, d'autant plus quand on va vous inciter à soutenir le sportif de haut niveau dans des proportions qui sont un peu plus importantes que ce que vous auriez fait naturellement. On pense souvent à une bourse de 20 000 euros parce que c'est ce qui est structurant pour le sportif. Si on lui donne entre 10 et 20 000 euros, ce sont des sommes qui sont structurantes, qui viennent réellement l'aider à vivre. Si vous lui donnez 1 000 euros, il va être obligé d'aller chercher 1 000 euros ailleurs et 1 000 euros ailleurs. Il va multiplier ses engagements. Et l'objectif qui était poursuivi, à savoir lui permettre de disposer de moyens pour se concentrer sur son double projet, il est foiré. C'est beaucoup plus facile de donner 10 ou 20 000 quand vous avez 60% de déduction fiscale et qu'en réalité, les 20 000 euros vous coûtent 8 000 euros, c'est-à-dire moins de 800 euros par mois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça facilite quand même la relation contractuelle. Quand vous êtes une PME, c'est plus facile de signer une convention avec une fondation que de mettre en place un contrat d'image avec un sportif, surtout quand on ne sait pas faire. Et ça permet aussi de vous appuyer sur un intermédiaire professionnel connecté avec l'écosystème sportif pour vous aider à choisir un sportif parce que vous pouvez dire « Ah, j'ai super envie de m'investir dans cette démarche-là. Mais alors, par où commencer, qui contacter, quel sportif choisir et puis comment je vais obtenir ses coordonnées ?» Tout ça, je ne sais pas forcément faire. Eh bien, lorsque vous allez utiliser le dispositif Pacte de performance de la Fondation, ce sont tout un tas de questions auxquelles on est capable de vous répondre. Donc, je vais passer rapidement sur le sujet des avantages fiscaux pour vous dire aussi que bien évidemment, ce sont des projets qui vont au-delà du projet sportif et qui s'inscrivent dans le développement d'une politique RSE de l'entreprise. Et je suis certaine qu'Aurélie Gobinet, ici présente, saura mieux que moi vous convaincre de cet élément-là. Donc, concrètement, parce que je pense que c'est in fine vraiment le sujet le plus important, Pacte de performance, c'est quoi? C'est un dispositif de la Fondation qui permet de soutenir les sportifs de haut niveau pendant, mais aussi après leur carrière sportive. C'est important parce que pour certains, après les Jeux, la question d'arrêter va devenir un sujet. Quels sont les sportifs qui sont éligibles au dispositif? Les sportifs qui sont inscrits sur liste ministérielle. C'est une liste qui est importante puisque
elle qualifie finalement les sportifs qui représentent la France dans les compétitions internationales. Donc, quand vous passez par le pacte performance, vous soutenez pas le gamin qui vient vous voir en vous disant je vais être champion olympique, alors qu'en fait, il est champion régional et qu'il a pratiquement aucune chance de devenir champion olympique. Vous soutenez des athlètes qui sont déjà identifiés comme des champions, qui ont un double projet, et puis à qui vous permettez réellement d'améliorer le projet de vie grâce au don qui est fait. J'avais un slide pour les collectivités, mais on n'en a pas ici. Il a pas de sens. Euh, Pardon, je crois que le... Pardon? Ah, j'ai plus d'autres slides. Bon, bah tant pis. Je voulais ma slide process et je crois qu'elle a sauté en route. Ma slide process, elle était très simple. Concrètement, je suis une entreprise. Je me dis, j'ai écouté le webinaire ce matin. Les Jeux, c'est dans moins d'un mois. J'ai vraiment envie de donner un sportif de haut niveau parce que j'ai vu les témoignages des jeunes à la télé, notamment au moment des championnats d'Europe d'athlétisme. Je ne sais pas comment faire. Vous prenez la tâche de la Fondation du sport par tous les moyens possibles, que ce soit sur les réseaux sociaux, via les entreprises s'engagent, puisqu'on est référencé auprès de cette structure, via le site internet, le formulaire contact de la Fondation, et vous dites, je veux soutenir un sportif. Il y a deux options. Soit vous avez quelqu'un en tête et on confirme son éligibilité au dispositif. Soit vous savez que vous voulez soutenir un jeune sportif dans votre département qui fait de l'athlé. Et là, on vous propose une shortlist de sportifs qui peuvent correspondre aux critères qui sont les vôtres. Vous signez une convention de mécénat avec la fondation. Un comité de sélection organise le mariage entre vous et le sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau signe une convention et se voit reverser une bourse équivalente au don que vous avez fait. Donc c'est vraiment assez simple en réalité à mettre en œuvre, surtout du point de vue de l'entreprise. La complexité de mise en œuvre, elle est plutôt de notre côté, mais ça c'est le job. Je vais laisser la parole à Aurélie puisque je pense que vraiment l'expérience de partenaire est en mesure d'exemplifier mes propos, notamment au regard de la valeur ajoutée en termes d'engagement, en termes de RSE de ce dispositif. Aurélie? Merci beaucoup, Charlotte. En effet, on va donner la parole tout de suite à Aurélie Gobinet, qui est présidente du directoire de l'entreprise Partner, entreprise qui est engagée auprès de la Fondation du sport français sur le soutien aux athlètes à travers le pacte de performance. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je vais vous partager notre expérience. Nous, finalement, l'expérience autour du sport, elle datait un peu de longue date, qui se trouvait en fait autour d'une rencontre qu'on avait fait. Notre siège est basé à Orléans. On est une entreprise familiale. Nous avons des agences de travail temporaire et de recrutement. Et en fait, on avait fait la rencontre de quelqu'un qui était commando parachutiste et il était à l'hôpital d'Orléans. On a fait sa rencontre et il voulait se relancer sportivement. Et donc, il avait en tête de faire du paracanoë et d'aller au JO de Tokyo. Et donc, on lui a dit, bah, écoute, on te paye ton canoë. Et en fait, il a été propulsé médaille de bronze à Tokyo et de fil en aiguille, il est devenu une personne un peu emblématique au sein de nos équipes. Il s'appelle Rémi Boulet. Et en fait, c'est lui qui a amené le sujet auprès de moi quand on avait un petit déjeuner autour du handicap, en me disant, mais en fait, Aurélie, il y a énormément d'athlètes qui ont aucun soutien pour les JO, c'était déjà il y a un an. Et en fait, voilà, faut qu'on fasse quelque chose. Et nous, vu on a des agences de travail temporaire d'emploi, c'est vrai que les sujets de diversité et d'inclusion sont quand même très, très proches du terrain. Et donc, on a alloué un budget qu'on a voulu donner pour soutenir cinq autres athlètes en plus de Rémi.
Et donc, en fait, très concrètement, c'est exactement comme a expliqué Charlotte. Alors, nous, on a l'avantage d'avoir une fondation. Donc, on avait un fonds de dotation qui s'est transformé en fondation il y a 2 ans. Mais en fait, on a approché Charlotte et ses équipes. On leur a dit, bah, écoutez, nous, on a de quoi financer 5 autres athlètes. Donc, de toute façon, de manière assez transparente, on a donné 20 000 à chacun de ces 5 athlètes qui s'étalent sur 2 ans. Moi, je lui ai dit, bah écoute, j'aimerais bien quand même que ça soit des gens qui soient répartis sur différentes régions pour que nos collaborateurs, nos clients, ils puissent un peu les rencontrer, qu'ils soient près du terrain. Je voudrais qu'il y ait une mixité homme-femme, que ça représente différents sports et que ça soit quand même à l'image de nos valeurs, que les athlètes qui nous représentent, on partage les mêmes valeurs, les mêmes engagements. Et puis nous aussi, c'est un engagement dans la durée. On s'est dit, voilà, c'est pour cette période de 2 ans, mais après, on se, voilà, on n'est pas figé sur l'idée de les accompagner à plus long terme. Et donc, Charlotte, elle nous a fourni une liste, entre guillemets, et on a regardé dans quel sport ils étaient, quelle région. Et donc après, moi, je les ai rencontrés. Alors, c'est très rapide, hein, même parfois, ça peut être par visio. Et donc, on a fait la sélection des personnes en question. Alors, moi, j'ai demandé une shortlist parce que moi, je suis très, très sensible et je pense que j'ai pleuré à peu près à chaque rencontre des athlètes que j'ai fait. Donc, j'ai dit, moi, je veux pas avoir à dire non à trop de personnes. Donc, faites-moi la shortlist des gens que je suis plus ou moins sûre de prendre. Donc là, vous avez une photo de notre team partner qui a du paratriathlon, para-judo, para-escrime, para-canoë. Enfin voilà, on a plein de sports représentés. Et en fait, donc vous signez le pack de performance. Et après, en fait, donc il y a donc l'accompagnement financier que vous offrez. Et ça, les sportifs sont assez transparents en disant, bah en fait, moi, ça va me financer mon transport parce qu'ils ont des saisons qui leur coûtent entre 30 et 50 000 euros. En fait, ils ont énormément de compétitions à faire, souvent à l'étranger. Plus, en général, ils font partie de l'équipe de France. Et l'équipe de France leur paye le coaching collectif, mais leur paye pas leur coach individuel. Donc, s'ils veulent atteindre une bonne performance, il faut que eux, ils mettent de l'argent en plus, en fait, pour avoir le coach privé. Donc, ils sont tous assez transparents sur comment utiliser l'argent. Et après, dans le contrat, vous avez aussi le fait que l'athlète va vous donner de son temps. Donc, il me semble qu'on a mis 3 jours, mais en vrai, les athlètes sont tellement contents qu'on les accompagne que vraiment, il n'y a pas vraiment de comptabilisation du temps qu'ils nous attribuent. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place dans l'entreprise, en fait, c'est des rencontres avec nos collaborateurs. Donc, Rémi le faisait déjà, mais par exemple, il était de retour de Guadeloupe entre deux entraînements. Il est venu partager avec nos collaborateurs au siège ses entraînements. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui n'osent pas parler du handicap, mais quand c'est à travers un athlète, c'est autour du sport, c'est vrai qu'en fait, ça dédramatise. Et je vois, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de Rémi à la fin de son allocution et qui osent poser beaucoup plus de questions sur des sujets où ils n'auraient pas forcément osé en parler. Donc, rencontre auprès de nos collaborateurs, rencontre auprès de nos clients. Donc, on a organisé déjà quelques petits déjeuners. Alors après, je vous avoue que les sportifs ont été extrêmement euh, occupés par leur compétition, mais justement, à partir de septembre, troisième semaine de septembre, ils seront beaucoup plus libres. Donc, si vous signez quelque chose maintenant, vous aurez sûrement beaucoup plus de temps des athlètes. Donc, c'est gagnant même si vous vous impliquez maintenant. Et donc, nous, on a fait rencontre avec nos clients pour parler du handicap et de la diversité. On a fait intervenir aussi Mouez en para-escrime à notre séminaire manager. Donc, hyper inspirant pour tous vos collaborateurs, que ce soit à petite échelle, moyenne échelle. Mais moi, je sais que nos collaborateurs étaient très, très inspirés de ces parcours de vie voilà, hyper challengeants. Et en plus, tous sont extrêmement positifs. Donc, c'est vraiment des leçons de vie incroyables. On a mis aussi en place des challenges sportifs et associatifs. Donc, nous, par exemple, on a une application qui s'appelle United Heroes. Donc, on a créé des challenges sportifs cette année autour de nos athlètes. Donc, vous pouviez soutenir un athlète en particulier. Et après, les équipes gagnaient des points et les athlètes avaient choisi des associations auxquelles après on allait verser de l'argent. Mais ça crée en fait une idée de collectif qui est vraiment sympa.
Et puis la dernière chose, c'est que aussi, on a acheté pas mal de places pour les JO paralympiques parce que sincèrement, les places sont vraiment, bah, déjà, pas très chères. On en a acheté à peu près 150 et en fait, on les utilise pour des challenges commerciaux, challenges autour du handicap, enfin, en fait, tout type de challenge et on les offre aux équipes gagnantes. Et du coup, c'est hyper vertueux parce que du coup, on a pris des tickets pour là où on a nos athlètes qui seront sûrement en lice. Donc, il y aura des gens dans les podiums pour les soutenir, nos collaborateurs. Et en plus, les gens sont hyper contents de pouvoir aller aux Jeux paralympiques alors qu'ils en auraient peut-être pas eu l'opportunité. Et voilà. Et après, nous, on a créé quelques supports. Donc voilà, je vous dévoile nos athlètes. On est encore en phase de qualification, donc il y a toujours une part de loterie parce qu'on sait forcément pas toujours s'ils seront qualifiés, mais d'ici fin juin, on saura. Et nous, on a créé quelques supports, voilà, quelques affiches qu'on a fait envoyer dans nos agences et on a fait aussi un site internet qui est dédié pour la presse, mais en fait qui est extrêmement valorisant aussi pour nos athlètes, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas du tout les moyens de se médiatiser. Et donc, ils utilisent en fait aussi ces supports que nous, on crée de marketing pour aussi, eux, se promouvoir un peu plus auprès des publics extérieurs. Voilà, donc, enfin, forcément, je suis partie pris, mais enfin, nous, c'est vraiment une très belle enfin, voilà, c'est une très belle histoire humaine. Et j'ai envie de dire que au-delà des JO, vu que nous, on avait déjà 6 ans d'expérience avec un athlète, en fait, au final, que ça soit à l'instant T maintenant des JO ou que ça soit plus tard, sous la lumière du sport, c'est vrai que ça convie de belles valeurs et que les collaborateurs en fait sont très très réceptifs et ça permet vraiment d'engager des super conversations autour de la diversité et de l'inclusion. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie, pour ce témoignage très inspirant, qui, j'espère, pourra motiver d'autres entreprises à s'engager sur le sujet. Donc, nous avons toutes les informations dans le chat et on vous enverra bien sûr tous les éléments sur le pack de performance à l'issue du webinaire dans un mail de récap, comme d'habitude. On va maintenant passer à un autre sujet, toujours en lien avec les sportifs de haut niveau, mais cette fois-ci sur le sujet de la reconversion et du recrutement d'anciens sportifs de haut niveau. Et c'est un dispositif notamment sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui est porté par l'APEC et que Sophie Domenech Vindex pardon, va nous présenter. Sophie qui est chef de projet transverse pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et qui est aussi sur les sujets d'inclusion et de handicap. Merci beaucoup pour cette belle invitation, Sigrid, et toute l'équipe des entreprises s'engagent. Juste en introduction, vous dire que on est ravis de cette collaboration étroite avec les entreprises s'engagent. Voilà, on est aussi en convention de partenariat depuis longtemps, et puis c'est toujours intéressant de le voir se concrétiser dans des actions comme celle-ci. Donc, un grand merci pour l'invitation. Effectivement, ça peut peut-être paraître surprenant, mais je vais vous parler des athlètes et des entreprises. On est déjà dans le sujet, puisque Charlotte Ferraille parlait tout à l'heure du lien des athlètes et des sportifs avec les entreprises. Et donc là, l'idée, c'est de vous parler plutôt du recrutement, justement, de ces athlètes qui sont un potentiel en devenir très intéressant pour vos entreprises. Juste en introduction, parce que là aussi, voilà, comme je le dis, ça peut être peut-être un petit peu surprenant de se dire pourquoi l'APEC, c'est quoi le lien avec l'APEC? On agit justement avec nos partenaires, comme les entreprises s'engagent, pour transformer la performance sportive en compétences. Donc, ça va au-delà du soutien financier. On est vraiment là pour sécuriser en fait le parcours professionnel des sportifs et des parasportifs de haut niveau. Et donc, je vais vous expliquer concrètement comment on est engagé dans ce sujet. Mais l'idée, du coup, c'est de favoriser la rencontre entre les entreprises comme vous et les athlètes, qu'ils soient en carrière et ou en reconversion. À ce titre, en fait, on travaille comme je vous le disais, sur la sécurisation du parcours en lien avec leurs projets sportifs, avec leurs projets de performance.
Le deuxième axe, c'est également du coup, de répondre aux difficultés de recrutement des entreprises, de vos recrutements, de vos besoins de compétences pour vous aider à faire le pas de côté ou à justement recruter autrement. On a entendu parler du recrutement inclusif, donc voilà, ça c'est vraiment l'idée. Et le troisième axe, c'est d'organiser des actions concrètes comme celles qu'on fait là aujourd'hui ensemble pour justement répondre à ces challenges. Pour répondre à ces trois objectifs, on a mis en place une organisation spécifique avec une cinquantaine de consultants référents sport et parasport de haut niveau dans toutes les régions. Ça, c'est important, et notamment aussi les DROM, hein, les Outre-mer. Et on a mis en place différents dispositifs pour justement accompagner cette transition professionnelle, que ce soit du côté des athlètes ou que ce soit du côté des entreprises. J'ai peu de temps et je vais essayer d'être hyper précise. Juste, je voulais qu'on reprenne un petit peu de la hauteur pour se dire en fait de qui est-ce qu'on parle, c'est qui ces fameux athlètes de haut niveau. Charlotte en a parlé un petit peu en disant que le statut de sportif de haut niveau, il s'acquiert en fait avec la liste ministérielle. Je vous ai mis dans le chat, et je sais que Sigrid vous l'a partagé, le lien sur c'est quoi le sport de haut niveau, et puis ensuite la liste des sportifs français de haut niveau. Donc c'est important, c'est une liste qui est renouvelée chaque année, et donc les athlètes, en fonction de leur performance, en fait, sont positionnés sur cette liste. Et donc je vous partage très rapidement ici une slide sur la répartition des 15 000 sportifs de haut niveau qui sont sur liste ministérielle. Et donc, on a les 5 000 athlètes environ qui sont répartis entre l'élite, les seniors, la relève qui concerne plutôt les jeunes, et la liste reconversion. Très bien. Alors, c'était de vous donner une vision globale par rapport aux athlètes dont on parle quand on parle du haut niveau. C'était important, je pense, de recontextualiser un peu les choses. Je vais aller vite, mais vous dire que on ne devient pas euh, champion olympique du jour au lendemain. Il faut beaucoup d'entraînement. En moyenne, on parle de 25 heures par semaine sur une durée de 10 ans pour atteindre le haut niveau. 200 jours par an, on est en déplacement, en stage d'entraînement et ou en compétition. Et puis, il y a des sports à maturité précoce, comme la gymnastique, et puis des sports à maturité lente, comme le ski alpin, l'équitation. Voilà. Donc, c'est intéressant pour vous d'avoir ça en tête quand on parle du sport de haut niveau. Euh, Très rapidement, ce qui nous intéresse vraiment, en fait, et vous, en tant qu'entreprise, je le disais en introduction, c'est vraiment de répondre à un besoin de compétences. Et ce besoin de compétences, il peut être très intéressant à travers les athlètes, parce qu'ils ont des talents singuliers, complémentaires à ceux que vous avez l'habitude, en fait, de recruter. Et on a déjà parlé de la marque employeur, de la politique RSE, et justement du développement positif de votre image à travers les valeurs de l'athlète qui vont être, qui va être l'ambassadeur en fait, hein, de vos valeurs, de vos services et vos produits. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous dire justement que le lien entre la performance et la compétence, il, euh, il est important, il est intéressant pour vous, et je vais vous donner un exemple concret pour vous illustrer en fait à quel point on peut transformer la performance sportive en compétence recherchée par vos entreprises. Par exemple, si je prends l'exemple d'un cycliste professionnel, un cycliste sur route que nous avons pu accompagner et qui est également capitaine de route, ben, son métier, à la base, on dit, voilà, le cyclisme, c'est un sport, on pourrait penser que c'est un sport individuel. Et en fait, il s'entraîne donc une partie de l'année seul, et ensuite, il va faire des compétitions, des courses, et ça, il va le faire souvent en équipe. Pour faire ça, il doit planifier ses entraînements, se fixer des objectifs à chaque sortie, travailler en toute autonomie. Il doit analyser, évaluer sa séance, analyser sa performance,
chercher constamment des voies d'amélioration, de progrès. Il doit rentabiliser, entre guillemets, ses sorties. Il doit apprendre à connaître ses limites, apprendre à gérer ses efforts, que ce soit dans l'instant, parce que les décisions se prennent dans l'instant et également dans la durée. Donc, vous voyez, quand on parle de ces valeurs comme l'endurance, le dépassement de soi, mais aussi des capacités d'analyse et d'organisation, ils sont réels, ils sont éprouvés, en fait, j'ai envie de vous dire, en situation de travail au quotidien. Si maintenant on prend l'exemple de quelqu'un qui a une dimension de capitaine sur route, ben, il est leader de son équipe, il est interlocuteur avec le directeur sportif, il planifie les saisons, mais il choisit aussi les courses, il doit définir des objectifs, il doit échanger et communiquer auprès des médias, etc., etc. C'était pour vous donner un exemple précis, en fait, pardon, du vocabulaire, pardon, des mots que je vous ai mis comme ça là sur le slide, mais pour leur donner corps. Et bien évidemment que ces performances sportives qui se transforment en compétences intéressantes au sein de votre entreprise sont liées au parcours, à l'histoire du sportif, mais également à sa discipline sportive et à la manière de vivre cette discipline sportive. Voilà, on parle souvent du sport individuel ou collectif. Est-ce que c'est un sport de combat, etc., etc. Toutes ces choses-là, en tout cas, sont intéressantes à prendre en compte dans le recruter autrement. Voilà. Évidemment, les étapes d'une collaboration réussie, ils vont, je le dis, je le redis, par l'identification d'un besoin de compétences au sein de votre entreprise. Ça, c'est fondamental. C'est la base de tout. On ne recrute pas quelqu'un parce que c'est une star ou parce que c'est un sportif de haut niveau, de la même manière qu'on ne recrute pas quelqu'un parce qu'il a une RQTH. On recrute quelqu'un parce que ça répond à un besoin de compétences. Ensuite, ce qui est important également, c'est de solliciter les dispositifs d'accompagnement qui soient appropriés à la situation. Et donc, là aussi, est-ce que je fais appel aux dispositifs de droit commun ou aux dispositifs spécifiques liés aux sportifs de haut niveau? Et ensuite, il y a toute une réflexion en interne sur l'aménagement du temps, l'aménagement du poste aussi, qui sont nécessaires et qui sont importants à avoir. Vous dire qu'en tout cas, nous, au sein de l'APEC, comment on fonctionne concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quelle est cette passerelle qu'on crée entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, ben, on fait ce qu'on appelle un diagnostic de situation sur c'est quoi la situation de l'athlète, comment va-t-il, comment ça se passe dans sa situation, est-ce qu'il est en cours de carrière ou pas. On a entendu parler du fait qu'aujourd'hui, tous les athlètes ont les yeux braqués sur Paris 2024. Mais d'abord, il y a ceux qui ne sont pas sélectionnés, il y a ceux qui ont peut-être des blessures, il y a ceux qui auront fait les minima, mais qui ne feront pas partie des quotas de ceux qui vont représenter l'équipe de France finalisée. Bref, c'est un vivier, en tout cas, de compétences qui peuvent être très intéressants pour vous. Et donc, dans ce diagnostic, on fait le point sur la situation. Et ensuite, on a tout un arsenal, ouais, on peut dire comme ça, d'accompagnement individuel et collectif auprès de ces athlètes. On les accompagne sur l'orientation, l'emploi, mais aussi la création d'entreprises et aussi la mobilité à l'international, parce que beaucoup d'athlètes parlent plusieurs langues du fait de leurs 200 jours de déplacement par an, du fait qu'ils jouent parfois ou évoluent dans des clubs à l'étranger. Donc, c'est intéressant aussi en termes de compétences linguistiques, au-delà des compétences psychosociales, transversales et relationnelles. Et ensuite, on fait des événements de mise en relation. C'est pour ça qu'on se connaît tous très bien autour de la table avec Charlotte Ferraille, la Fondation du sport français qui fait les packs dating. Mais on fait également des APEC Connect Sport Entreprise. Mais également, je vois aussi que mon collègue Steven du MEDEF Sport est autour de la table. Et donc, on a tous le même objectif, c'est vraiment cette mise en relation entre les athlètes et les entreprises. Et puis, il y a également un suivi en poste pour vous accompagner sur une intégration réussie. C'est important de savoir ce qu'on fait. Les dispositifs d'accompagnement, très rapidement, il y a ceux que vous connaissez de manière classique, les contrats d'apprentissage, de professionnalisation, je ne vais pas m'étaler dessus. Ce qui est intéressant pour les athlètes qui ne connaissent pas forcément le monde de l'entreprise, c'est de leur proposer une immersion professionnelle.
On le fait et c'est très intéressant parce que l'athlète, ça lui permet de découvrir un métier, un univers, le monde de l'entreprise, les codes et la culture. Ça permet de valider un projet professionnel, mais ça permet également d'initier une démarche de pré-embauche. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on en parle de plus en plus des immersions professionnelles. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est de vous partager qu'on a signé une convention de partenariat avec tous les acteurs services publics de l'emploi, c'est-à-dire le ministère du Travail, le ministère du Sport, l'Agence nationale du sport, l'AGFIP, l'AFIP, évidemment l'APEC, l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences de la branche sport, mais également Diag Oriente et le CPNEF. J'espère que je n'écorche pas cet acronyme. En tout cas, 10 acteurs du service public de l'emploi et de la formation pour accompagner justement cette transition professionnelle des sportifs de haut niveau. Ça a été signé le 31 mai 2024 et donc c'est tout récent et nous en sommes pas peu fiers parce que du coup, on sera vraiment là pour accompagner cette transition professionnelle. Euh, Ensuite, il y a des dispositifs spécifiques dédiés aux sportifs de haut niveau. Je ne vais pas revenir sur le bourse de mécénat et les contrats d'image qui ont été décrits auparavant. Moi, je vais vous parler de deux dispositifs très importants qui sont portés par l'Agence nationale du sport et très intéressants pour vous. C'est ce qu'on appelle la CIP et la CAE. Alors, je vais plus lourdement insister sur la CIP. C'est quoi? En fait, c'est un contrat de travail avec un aménagement d'emploi. Et justement, cet aménagement d'emploi, pardon, excusez-moi, hop, que je reprenne ça bien. Et cet aménagement d'emploi, en fait, il permet, donc c'est un contrat de travail de 35 heures et avec un salaire qui est défini évidemment en fonction du poste et du niveau de compétence de la personne que vous allez recruter, de l'athlète. Et ensuite, on va faire greffer dessus une convention d'insertion professionnelle. Ça s'appelle CIP pour le privé, ça s'appelle une convention d'aménagement à l'emploi pour les administrations publiques. Donc, moi, je vais rester sur la CIP qui nous concerne plus directement. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet à la fois de conjuguer le projet de performance et le projet de vie. Ça, c'est important pour justement être serein dans la préparation des échéances, celles à venir là tout de suite immédiatement, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Mais il y a les Jeux Olympiques après Paris 2024. On a 2026 les Jeux d'hiver et ensuite en 2028 des Jeux Olympiques d'été. Enfin voilà, il y a les championnats d'Europe, les championnats du monde. Donc il y a des compétitions constamment et donc des belles opportunités à l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Sur la CIP, ce qu'il faut savoir, donc le sportif est salarié, soit en CDD, alors ça peut être même une alternance aménagée, donc alternance, CDD, CDI, et soumis aux règles de l'entreprise de manière très très classique. Ensuite, la CIP, en fait, elle vient aménager le poste de travail pour le sportif de haut niveau en fonction de sa disponibilité. Évidemment, si c'est un parasportif, on prend en compte ses besoins en termes d'aménagement ou compensation autres. Et donc, on travaille avec les partenaires. Je parlais tout à l'heure de l'AGFIP, mais bien évidemment aussi Cap Emploi, Keops, France Travail, pour que ça se passe du mieux possible. Et donc, en fait, la CIP, la convention d'insertion professionnelle, elle vient encadrer en fait l'aménagement de l'emploi qui peut aller de 80%, 60%, 40%. Et la compensation, en fait, du temps d'absence de l'athlète parce qu'il s'entraîne, parce qu'il va faire des compétitions, est prise en charge par l'Agence nationale du sport. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un vrai projet de co-construction entre le sportif et l'entreprise et l'Agence nationale du sport. Et évidemment que l'entreprise peut mettre en place un mécénat de compétences. Voilà, on en a entendu parler tout à l'heure et donc c'est tout à fait cumulable. Donc ça, c'est important de le savoir. J'espère. Ouais, je suis arrivée au bout, je m'arrête là. Merci pour votre patience. Merci également pour les petits problèmes techniques auxquels on a Merci beaucoup. dû faire face. C'est aussi parfois du haut niveau. Et désolée pour du coup mon temps de parole qui a été peut-être un peu plus long que prévu.
Merci beaucoup, Sophie. Oui, désolée à tous pour le petit problème technique. On vous enverra de toute façon tous les éléments évoqués par Sophie dans le mail à l'issue du workshop. Alors, avant d'évoquer le sujet du sport en entreprise, on va passer au témoignage d'une entreprise qui est très engagée à nos côtés. C'est l'entreprise Optique 2000. C'est une entreprise qui s'engage à plusieurs titres, à la fois sur le recrutement, le sport en entreprise, mais aussi le mécénat. Et je vais donner tout de suite la parole à Sandrine Nadou, qui est directrice de la communication, de la santé et de la RSE au sein du groupe. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, on m'a demandé de témoigner en tant qu'entreprise supporter officielle des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Donc, juste quelques mots sur le groupement Optique 2000 parce qu'effectivement, on connaît bien la marque Optique 2000, mais je ne suis pas sûre qu'on sache exactement notre organisation. Donc, on est un groupement coopératif, donc une coopérative de commerçants indépendants. On a à la fois une activité optique, mais aussi une activité audio. Et notre siège social est donc basé à Clamart, et nous sommes environ 450 sur le site de Clamart, sachant que notre activité, enfin notre mission, c'est vraiment l'accès aux soins visuels et auditifs sur l'ensemble du territoire. Alors, pour focuser sur le sujet des JO, donc nous avons signé notre partenariat avec les Jeux olympiques et paralympiques en mars 2022. Donc, on n'est pas les premiers à avoir signé, mais on a quand même maintenant une relative ancienneté dans le cadre de l'activation de ce partenariat. Alors, pourquoi on a signé ce partenariat? On va dire qu'on avait quatre raisons majeures, principales et d'ailleurs qui vont recouper un peu les sujets qu'on a précédemment abordés. Donc d'abord, un enjeu quand même de notoriété, alors pas de notoriété par rapport à la marque Optique 2000, mais un enjeu de notoriété par rapport au lien vision et sport. Puisqu'on avait fait pas mal d'études auprès de sportifs et on se rend compte que très peu sont informés du rôle que peut jouer des équipements en termes de protection ou de performance dans sa pratique sportive. Ensuite, on avait évidemment un enjeu en termes de valeurs. Alors, on en a beaucoup parlé du rôle des valeurs et en quoi le sport est un levier pour, on va dire, concrétiser, incarner les valeurs portées par une entreprise. Mais effectivement, nous, par rapport à nos valeurs d'inclusion, j'y reviendrai pas mal parce que effectivement, on en a parlé, mais il y a chez nous un grand engagement autour du handicap visuel notamment. Et ce partenariat nous permet vraiment de lui donner une nouvelle ampleur. Donc les valeurs et puis évidemment aussi l'embarquement, l'engagement des équipes, que ce soit les équipes en magasin, euh, mais aussi des équipes au niveau du siège. Alors, pour faire juste peut-être quelques focus pour concrétiser un peu la façon dont ce partenariat existe et comment il s'est concrétisé au sein de notre groupement. Donc, on en a parlé, mais beaucoup de l'équipe, du lien avec les sportifs professionnels, comme on accompagne les sportifs en vue des JO, mais pas que. Donc, effectivement, on a nous aussi voulu incarner ce partenariat à travers une équipe de sportifs qu'on a constituée. Alors, on a 12 sportifs qu'on soutient donc depuis 2022 et qu'on soutiendra jusqu'en décembre 2024, sachant qu'on ne sait pas encore ce qu'on fera après les Jeux, mais il y a cette volonté en tout cas de maintenir ce lien et cet héritage. Cette équipe de sportifs, alors on n'est pas passé par les dispositifs qui ont été présentés, on est passé en direct, mais en tout cas, on a voulu la constituer selon différents critères, que ce soit des critères effectivement de parité, que ce soit des critères d'inclusion, donc athlètes, para-athlètes, et notamment dans les domaines de la vision et de l'audition. Et puis aussi, on a voulu accompagner des nouveaux sports, hein, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais pour cette édition Paris 2024, il y a des nouveaux sports qui sont rentrés dans les compétitions, donc notamment l'escalade, le breaking,
Voilà, qu'on a souhaité, donc et on a souhaité accompagner ces nouveaux sports à travers du soutien à ces sportifs. Donc, on en a parlé aussi, enfin, cet événement sportif ou les liens qu'ont les entreprises avec le sport, il y a un écho en termes d'ancrage territorial. Donc, on a beaucoup, enfin, œuvré beaucoup pour que nos magasins se mobilisent autour du sport, soutiennent en local des clubs sportifs à travers ce partenariat avec les Jeux. On a monté des villages en local, en région, pour promouvoir la prévention autour de la santé visuelle, pour promouvoir la découverte justement des sujets autour du handicap visuel. Et on a aussi développé, alors on n'en a pas tellement parlé, mais un axe autour de la recherche en santé visuelle et autour du sport, notamment sur le sujet des commotions autour du sport, parce qu'il y a pas mal de sports qui peuvent susciter des problématiques de commotion cérébrale. Et donc, on a soutenu, enfin, et on continue à le faire d'ailleurs, des équipes de recherche qui travaillent sur ces sujets de commotion. Petit focus sur l'inclusion, alors au sens handicap visuel et auditif, donc en tant que groupement engagé sur la santé visuelle et auditive, on va dire de par la nature de notre activité, très naturellement, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis longtemps et on a profité de ce partenariat Paris 2024 pour vraiment lui donner une autre dimension. Donc, on a notamment accéléré tout ce qui est dispositif ouvert à des personnes en situation de handicap visuel et auditif, des dispositifs d'audiodescription, donc permettre à des gens en situation de handicap visuel de pouvoir assister à des événements sportifs en étant équipés de dispositifs d'audiodescription. Donc, très simplement, ce sont des dispositifs où vous avez des commentateurs qui vous permettent de comprendre ce qui se passe lors de ces événements. On a également accompagné une start-up qui développe des gilets vibrants pour les personnes en situation de handicap auditif. Et là aussi, pour leur permettre de vivre pleinement ces compétitions sportives. Et d'ailleurs, il y aura des dispositifs qui seront proposés de même type pendant les sessions des Jeux, pendant les épreuves des Jeux, que ce soit les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques. Ça, c'est l'axe inclusion, on va dire, au sens handicap. On a aussi souhaité développer la partie inclusion au sens plus solidarité, puisqu'on a aussi pas mal d'actions, et notamment un partenariat avec la Fondation de l'Armée du Salut. Donc, on va permettre à on va dire des jeunes en situation de précarité de pouvoir assister aux Jeux olympiques et paralympiques. Et par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec une association cette fois-ci locale, hein, c'est la PEP 42. On permet à des jeunes en situation de handicap visuel de financer leur voyage pour venir assister là aussi à des épreuves des Jeux. Donc, on voit bien qu'on a vraiment essayé de développer en fait ce partenariat un peu dans toutes ses dimensions. Et on en a aussi beaucoup parlé, et je vais aller très vite, mais on a développé beaucoup d'actions par rapport aux collaborateurs, alors que ce soit les collaborateurs du siège ou les collaborateurs en magasin, pour accompagner la pratique sportive. On est nous aussi, j'ai entendu parler d'une intervenante qui faisait référence à une application qui s'appelle United Heroes. Donc, on a aussi développé cette application United Heroes qui permet d'animer des challenges sportifs donc en interne. On a fait intervenir aussi nos sportifs lors d'événements autour du bien-être, de la nutrition, de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Voilà. On a également, puisqu'on en a parlé en début de réunion, participé à une session du Stade vers l'emploi.
Donc ça, je peux en témoigner très concrètement puisque j'ai une collaboratrice qui a été recrutée grâce à ces sessions. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait un peu, j'ai été très vite. Donc j'ai essayé de vous faire un panorama un peu global de toutes les actions qu'on développe à travers ce partenariat Jeux Olympiques. C'est très riche. Et encore une fois, on va continuer puisque dans le cadre des Jeux, il y a un temps qui s'appelle le temps de l'héritage, donc la construction de qu'est-ce qui sera fait ensuite à l'issue des Jeux. Et on est déjà, nous, engagés dans une réflexion sur comment poursuivre toutes ces actions en matière d'inclusion, de prévention sur la santé visuelle et de développement du sport dans le cadre du bien-être pour les collaborateurs. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce beau témoignage qui illustre votre engagement vraiment en 360 et qui, j'espère, sera inspirant pour les entreprises qui nous suivent aujourd'hui. On va passer sur le dernier sujet qui sera abordé donc, dans le cadre de ce workshop, c'est le développement de l'activité physique et sportive au sein de votre entreprise. Alors pour ça, on a la chance d'avoir Steven Narayan qui est chargé de mission sport et territoire, culture et entrepreneuriat au sein du MEDEF, qui va vous présenter les travaux qui ont pu être menés sur ce sujet, mais aussi les outils à votre disposition pour vous engager et développer cette démarche. Merci Sigrid. Alors, je sais pas si on m'entend. Euh, voilà. Super, merci. Je vais aller un peu vite parce que je vois l'heure et j'ai un impératif à 13h30. Donc, en revanche, du coup, je laisserai de quoi à la fin de la présentation, on va dire, nourrir vos questions ou m'adresser vos questions, récupérer des documents si nécessaire. Donc très rapidement, donc nous donc le MEDEF organisation patronale constituée de majoritairement de TPE et PME. Enfin, ce qui fait partie de la majeure partie de nos adhérents. Donc, on représente à peu près 100 000 entreprises. Mais bon, je vais pas trop épiloguer dessus. Je pense que tout le monde nous connaît. Donc, on a un comité sport au MEDEF depuis 2010. Pour tout vous dire, donc ce comité sport au MEDEF, il date de la création du dossier de candidature pour la ville de Paris pour les Jeux de 2012, donc qu'on n'a pas remporté. Et c'est quelque chose qu'on a gardé en fait, parce que ça vient s'inscrire aussi dans nos objectifs, notamment sur les objectifs de qualité de vie au travail, qualité de vie du dirigeant, de RSE, enfin toute cette terminologie que j'ai entendue par les précédents intervenants. Et enfin, on arrive au développement de la pratique du sport en entreprise. Donc, pourquoi on s'y intéresse? Bah, tout simplement, c'est un effet sur la santé de vos salariés. Donc, en 2015, on s'était dit que donc, ça serait bien d'avoir une étude concrète sur le sujet pour avoir une idée de ce que ça représente concrètement en euros. Enfin, autant se dire les choses franchement. Et en 2023, donc l'année dernière, on a fait mettre à jour cette étude et on l'a sortie d'une calculatrice en format Excel qui permet de calculer en fait en fonction du niveau d'intensité des activités physiques et sportives que vous mettez en place en entreprise. Elle permet de vous calculer votre retour sur investissement.
Et du coup, ça vous permet vraiment d'avoir bah, du concret. Donc, si je fais ça, j'ai vraiment ça en termes de résultats. Enfin, je parle de manière un peu floue parce que je vais montrer un peu plus de détails juste après. Et je vais passer brièvement sur donc nos autres travaux. Donc, notamment donc la mise en place de la plateforme Je soutiens un athlète.fr. Donc, qui est soutenu avec le partenariat qu'on a avec l'Agence nationale du sport, la Fondation du sport français qui est là, donc représentée par Charlotte, et l'APEC, donc Sophie qui m'a précédé. Du coup, on croit à la cause des athlètes. Donc, je viens insister sur le message de Charlotte et de Sophie parce que je fais juste un aparté dessus. Soutenir un athlète de haut niveau, c'est une autre manière de faire entrer le sport en entreprise. Ça permet aussi de lever en fait certains freins en fait sur les apports, sur les bienfaits du sport en entreprise. Du coup, sur les résultats de l'étude, enfin, donc que ce soit via un athlète ou par vous-même, être accompagné, franchement, c'est toujours mieux parce que quand on s'engage sur un sujet nouveau tout seul, on est tout de suite, on va dire, accablé par les contraintes administratives qu'on connaît tous. Néanmoins, le sport en entreprise, d'après les résultats de notre étude, c'est une augmentation de la productivité, une réduction de l'absentéisme, une baisse des coûts de santé et un investissement dans la parc employeur. J'ai envie de dire, enfin, pour moi, ça va de soi, dans le sens où, dans la mesure où vous investissez en fait dans le sport en entreprise, vous investissez dans vos salariés. Moi, j'aime bien rappeler à nos adhérents que le premier capital immatériel de leur entreprise, c'est la santé de ses collaborateurs. Sans ses collaborateurs, l'entreprise tourne pas. Donc, donc voilà, le choix est vite vu. Donc là, à l'écran, vous avez un exemple en fait en fonction du niveau d'intensité. Donc sur les niveaux d'intensité, je vais y revenir juste après. Mais donc le niveau d'économie par salarié en moyenne en fonction du niveau d'intensité d'APS, donc d'activité physique et sportive, du coup mise en place au sein de vos entreprises. Donc c'est compte tenu du coût de la vie aujourd'hui pour le salarié, c'est pas une économie négligeable sur les chiffres que vous voyez apparaître à l'écran. Pour la société civile, c'est des économies allant quand même de 185 euros à 353, ce qui est assez énorme. Je crois que quand on voit l'état des comptes publics, de l'inflation, on se dit toute économie est bonne à prendre. Et, euh, et là, vous avez la courbe sur les effets sur la productivité. Donc ça va de 4,5 à 7,9. Donc ça reste des moyennes. Donc ça peut être un peu moins, mais ça peut être beaucoup plus. Tout simplement parce que ça va avoir un effet sur la motivation, l'énergie à accorder à réaliser des tâches, le fait de ne pas être ralenti parce que on a moins mal à tel endroit. C'est aussi un moyen de prévention des risques professionnels. Ça peut être un outil de travail justement pour votre document unique. Donc, faire partie de votre Papri Pacte avec des sessions de formation, de sensibilisation sur les postures au travail, les étirements à avoir. Vous pouvez faire ça en passant par Sophie, en passant par Charlotte, en faisant venir un athlète de haut niveau. Faire entrer le sport en entreprise, soutenir un athlète de haut niveau, on a quand même la chance d'être sur des sujets où la créativité a toute sa place.
Et c'est là c'est ça qui est assez génial parce qu'on est sur des choses euh, assez humaines en sachant que aujourd'hui, donc en fonction d'un chiffre d'affaires ou si vous avez plus de 500 salariés, vous êtes du coup soumis à la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière. Ce quota de plus de 500 salariés a vocation à baisser et justement mettre en place des APS en entreprise, ça peut justement vous aider à remplir cette DPEF. Et au-delà de ça, j'insiste sur la dénomination des APS. Justement pour votre comptabilité. Euh, Faites bien attention que quand vous mettez en place ce genre de choses en entreprise, que vous soyez facturé pour des activités physiques. Si vous êtes facturé activité physique ou activité physique et sportive. Si vous êtes facturé uniquement que du sport, la loi aujourd'hui fait que vous pourriez être soumis à un redressement URSSAF. Mais ça fait partie des choses qui sont en train de changer parce que les habitudes des entreprises changent, les attentes des salariés changent. Et du coup, en parlant des attentes, je reviens du coup sur les niveaux d'intensité. En fait, les niveaux d'intensité, c'est ce que vous voyez là à l'écran. Euh, donc, vous voyez par exemple le niveau 1, atelier, conférence, formation. C'est des choses qui peuvent être faites de manière autonome par être encouragées par vos salariés. Vous pouvez donner un budget pour que vos salariés portent les choses. Il suffit d'être passionné par un sport, faire du vélo ou autre. Euh, c'est des éléments qui feront bouger, qui créeront de la cohésion. Un abri à vélo, vous êtes dans une commune où beaucoup de salariés viennent à vélo, ah ben, vous ferez des heureux. Et voilà. Et en fait, tous ces niveaux d'intensité, ce sont des choses que vous retrouvez donc dans la calculatrice qui a sorti à l'étude dont je vous ai parlé juste avant. Donc, cette calculatrice, en fait, vous permet de sélectionner, par exemple, potentiellement les activités que vous voulez mettre en place. Donc, vous n'êtes pas obligé de sélectionner tout le niveau. Vous pouvez vraiment sélectionner ligne par ligne. Vous remplissez votre chiffre d'affaires, votre nombre de salariés, votre secteur d'activité, votre spécificité géographique et vraiment vous rentrez la carte d'identité de votre entreprise, le niveau d'APS que vous voulez mettre en place, les activités justement en question. Et là, vous avez le résultat qui vous sort en direct. Il n'y a pas besoin d'installer un logiciel. C'est un Excel qui est, on va dire, plutôt bien galbé avec des macros bon, qui dépassent un peu mes connaissances techniques pour le coup. Mais on a voulu en faire un outil simple et facile d'utilisation. Euh, vous pouvez le récupérer à la fin il y a un QR code à la fin de ma présentation et Sigrid l'enverra de ce que j'ai compris. Je vais passer très vite dessus. Donc, sur nos travaux, donc on a mis en place des conventions de partenariat, donc notamment avec le CNESF, le CPSF, la FFSE et SPART pour faciliter le sport en entreprise, bah, notamment chez nos adhérents. Justement, ce sont des offres à tarifs négociés, que ce soit de l'incentive ponctuel, l'accompagnement à une course comme le 10 km de Paris, le marathon de telle ou telle ville. Voilà, en gros, ce sont des offres à tarifs négociés. Vous avez par exemple des offres aussi de fédérations sportives, euh, c'est parce que les fédérations sportives sont aussi là pour proposer certaines activités. Par exemple, la Fédération française d'athlétisme propose un bilan de forme pour vos salariés. Nous, on l'a déjà fait en interne.
C'est effrayant, mais ça plaît. Euh, donc voilà, j'ai envie de dire, tout est à votre portée. Vous avez aussi la plateforme Solutions Sport Entreprise, donc portée par l'Agence nationale du sport, donc auquel on contribue financièrement. Donc encore un outil d'accompagnement justement pour mettre en place ces APS. Donc, le guide pratique des étapes à suivre pour les mettre en place, les aides juridiques, vous retrouvez la calculatrice notamment aussi dessus et l'activité en fonction de votre territoire et tout simplement retrouver les prestataires de services autour de votre entreprise. Donc, depuis quelques semaines, ont été nommés au sein des conférences régionales du sport. Donc, les conférences régionales du sport sont des délégations régionales de l'Agence nationale du sport en territoire. Donc, au sein de ces conférences régionales du sport ont été nommés deux référents sport en milieu professionnel. Donc, ce sont aussi des acteurs qui sont à votre disposition. Donc, le contact là, ce sera plutôt via l'ANS. Euh, voilà, entre les outils et les acteurs, j'ai envie de dire, vous êtes bien entouré. S'il y a des questions, bah, on trouvera la réponse pour vous. J'espère que j'ai pas été trop vite et que j'ai été assez vite pour rattraper un peu. Merci Steven, c'était très clair. En effet, j'enverrai tous les éléments aux participants à l'issue de ce webinaire. Et du coup, bah, on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé un petit peu le timing. Encore toutes nos excuses pour le petit bug technique. J'en profite pour remercier tous nos intervenants, toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez le lien vers le replay ainsi que tous les éléments qui vous ont été présentés dans un mail. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un futur workshop. À bientôt, bonne journée.